Venons-en aux Gilets jaunes. Est-ce que vous les voyez de la même manière ? Est-ce que c'est le peuple qui se lève tout à coup parce qu'il réalise, au fond, que le président n'est pas légitime, que la souveraineté du peuple a été violée ? Vous le voyez comme ça aussi ? C'est un peu la thèse de Juan Branco. Vous le voyez comme ça ? Il faut penser en termes dialectiques, quoi. Disons, ça démarre avec effectivement une proposition très simple, c'est on ne peut plus payer l'essence si vraiment les prix augmentent et on est en détresse, donc on sort le gilet jaune et montrez votre gilet jaune, etc. Entre ce moment et aujourd'hui, il s'est passé plein de choses. Donc on voit bien que des choses se sont dites au départ, qui ont valu d'ailleurs aux gilets jaunes de se faire mépriser copieusement. La France insoumise, dès le départ, voilà, la CGT ne suit pas, le PC ne suit pas, l'extrême gauche nous dit tout ça, c'est populiste, c'est populeux, c'est la province, c'est beauf, etc. La droite dit la même chose. Et puis tout le monde se dit, mince, ça commence à marcher, ça commence à prendre tout ça. Et c'est une lente destruction, je dirais, du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est une espèce de cannibalisme, une cannibalisation par une partie de la gauche, puis en fait toute la gauche, puis par le syndicalisme de gauche, etc., etc. C'est-à-dire que tout ce qui était libertaire au départ, dans le sens qui est le mien, c'est-à-dire plutôt dans l'esprit de Proudhon pour le coup, tout ça a disparu parce que ils ont été insultés, méprisés, tabassés, appréhendés. On leur a fait payer des amendes pour port illégal de ceci ou de je ne sais des détentions illégales. Enfin, vous savez ces choses-là mieux que moi. Mais vous aviez un gilet jaune dans la voiture, paf, vous aviez une amende de 130 €. Venir à Paris, cette espèce d'obsession centralisatrice et jacobine qui consiste à dire on monte à Paris, ça coûtait cher. Quand vous êtes modeste, il faut payer le train, il faut payer la voiture, il faut payer l'essence, il faut payer éventuellement un pot, un café ou je ne sais quoi. On peut pas faire ça 36 fois. Donc effectivement, il y a une espèce de pourrissement du mouvement des Gilets jaunes qui fait que, je disais tout à l'heure que c'était le retour du refoulé, mais que si on veut faire vraiment, comparaison n'étant pas raison, mais mettre en perspective avec la Révolution française, on en avait parlé tout à l'heure, ils sont à la Révolution française que les enragés ont été à la Révolution française. Et les enragés, plus personne ne sait qui sont ces gens-là, qui étaient ce qu'on appelait des curés rouges, Jacques Roux par exemple, d'Olivier, Claire Lacombe et quelques autres, qui sont des gens qui ont dit, bon, on a fait la Révolution française, vous avez la liberté, l'égalité, la fraternité, formidable, mais 3 ans plus tard, il nous manque du pain, il nous manque, pour nos enfants, il nous manque du lait, il nous manque du savon pour pouvoir se laver, il nous manque des chandelles pour la maison. Et on veut juste ça, nous, c'est tout ce qu'on demande, disent les gens. La Révolution française, c'est bien, mais concrètement, c'est ça qu'on veut. C'était les Gilets jaunes de l'époque. Que fait Robespierre ? Il les envoie tous à la guillotine. Il les envoie tous à la guillotine. C'est-à-dire que cette captation, pour le coup, par les Jacobins à l'époque, mais aujourd'hui par la gauche institutionnelle, de cette belle énergie des Gilets jaunes, est quelque chose qui me dégoûte. Ça me dégoûte, c'est vraiment le mot qui convient, de voir cette belle énergie de gens simples, modestes, qui savent pas forcément parler, s'exprimer ou refaire le monde, mais qui disent juste on n'en peut plus, on est épuisé, on est fatigué, et tous ces espèces de rats là, de syndicalisme, de la classe politique qui arrive en disant tout ça est récupérable. Donc moi je pense que ça peut être effectivement comme ça que se termine les révolutions. Regardez, la révolution de 1789 ça se termine avec l'Empire, avec le bonapartisme, mai 68 ça se termine avec Pompidou et Giscard d'Estaing. À chaque fois que vous avez 1860 de la Commune, vous voyez comment ça se termine avec l'Empire. Enfin il y a des moments donnés où on se dit à chaque fois qu'il y a une révolution, 1917 encore que un coup d'État bolchevique, c'est pas exactement la même chose. Mais voyez comment ces choses-là se terminent. C'est toujours le peuple qui paye. Et c'est encore une fois le peuple qui a payé, et c'est le petit peuple qui a payé. Moi, je suis pas très optimiste. Je vois pas comment il pourrait. J'ai l'impression que c'est votre différence d'ailleurs, parce qu'effectivement, dans la théorie de la dictature, vous expliquez que il y a une théorie de la révolution qui fait qu'à chaque fois les classes populaires en sont les victimes. Ça n'est jamais tel que ça produit. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus optimiste, Juan Branco, encore plus dans vos tweets d'ailleurs que dans Crépuscule. Bon, enfin, Crépuscule s'appelle Crépuscule, c'est parce que c'est le crépuscule et d'Emmanuel Macron et de cette oligarchie. Vous parlez assez peu de l'Europe dans ce livre. Hein. Vous n'y voyez pas l'Europe derrière. Non, et de notre société. C'est un truc franco-français pour vous. Le crépuscule est à double sens, parce que ça peut être aussi le crépuscule de notre société si on continue sur cette lancée. Par contre, c'est vrai que je suis pas d'accord avec vous, c'est-à-dire que je suis très optimiste, moi, sur ce qui est né, en fait, de ce mouvement, sur la non-récupération de celui-ci, à mon avis, parce que on l'a bien vu avec des élections européennes, en fait, il y a une incapacité à coaguler, en fait, le mouvement Gilets jaunes par aucun des mouvements politiques existants. Il y a une résistance très forte, en fait, de cette intelligence collective qui, pour moi, est née. C'est-à-dire que c'est normal de ne pas savoir parler lorsque vous avez été le cœur d'un système où dont le cœur, justement, était la délégation de la parole. C'est-à-dire on finançait des gens à qui on payait des études, des fonctions au sein de la société pour parler au nom de la collectivité. Ça, c'est la démocratie représentative bourgeoise. Et là, en fait, il y a une volonté de rompre avec ça parce qu'ils sentent qu'ils ont été trahis et de réapprendre à parler par soi-même. Et donc ça commence par un babil, ça commence par quelque chose qui est assez incertain, qui varie énormément, et peu à peu une structuration de la pensée, de la parole, non pas
on n'arrêtait pas d'appeler à la structuration du mouvement, il fallait qu'il présente des listes, etc. Mais non, il y a une résilience très forte de ce mouvement face à toutes ces tentatives d'absorption, selon moi, hein, de ce que j'en ai vu, un rejet complet qui fait que les listes Gilets jaunes ont fait 0,5%. Pour moi, c'est le meilleur signe, justement, de la force de résistance et de maintien à distance de toute récupération politique de ce mouvement et de sa capacité à faire émerger non seulement des formes de vie, mais de pensée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, aujourd'hui, des personnes qui étaient perdues aux politiques, qui ont ressurgi, qui se sont ressaisis, mais brutalement, et par centaines de milliers, peut-être par millions, je ne sais pas, de ces questions-là. Alors oui, il y a une défaite tactique, il y a un écrasement, on a détruit les ronds-points semaine après semaine, jusqu'à ce qu'à un moment on se dise, bon bah, on va pas reconstruire une cabane pour la 5e ou la 6e fois. Ça, c'était peut-être l'hypothèse proudhonienne à laquelle vous aspiriez le plus, c'est-à-dire qu'il y avait une reconstruction par soi-même d'un nouvel écosystème, d'une nouvelle forme de vie, et d'une réappropriation d'un moyen collectif. Bon, très bien. Mais là, maintenant, du coup, il y a une expérience qui est restée, qui est gagnante. Qui est gagnante parce qu'il y a une force répressive, très bien, mais sur l'idée, il n'y a pas du tout eu de victoire. L'incapacité d'Emmanuel Macron, d'Édouard Philippe, de Castaner, à non seulement dire une seule fois l'ennemi, à une seule fois être en capacité d'en donner une définition pour ensuite pouvoir vaincre symboliquement ou même sémantiquement en disant, voilà, ils sont ci et nous sommes ça, donc nous sommes supérieurs à eux. Ce qui est censé quand même être le privilège des classes dominantes, cette capacité à dire le réel, cette capacité du coup à façonner le réel par sa maîtrise de la diction. Ils ont été complètement dépassés et on les a vus manquant d'intelligence face à un mouvement qui chaque fois se transformait, qui a fini par lâcher prise, mais lâcher prise justement dans un sens pour le coup presque hédoniste, c'est-à-dire de libération de soi, c'est-à-dire en disant de toute façon on a obtenu non matériellement, même si partiellement il y a eu cette concession de Macron, mais en tout cas symboliquement notre victoire, on a renversé cette machine du mépris qu'avait mis en place Emmanuel Macron, nous traitant de rien, en nous disant nous insultant quasiment au quotidien. Ça, on l'a renversé complètement, on les a humiliés, on leur a fait peur, ils nous ont montré qu'ils avaient peur, et à partir de là, leur monopole symbolique s'est effondré. Donc maintenant, le temps qu'il faudra pour reconstruire, et les modalités de reconstruction, ça c'est ce qui reste à définir. Mais je suis convaincu qu'en fait, la voie est ouverte, et il faut improviser. Est-ce qu'il faut devenir Étienne Marcel et prendre la mairie de Paris collectivement pour après faire sauter le régime avant 2022 ? Pourquoi pas ? Mais je veux dire, cette réinvention, elle est possible, et c'est une question maintenant c'est une question de finesse aujourd'hui. Ça va jouer à rien, c'est des pions qu'on place ou qu'on place pas, mais je crois vraiment à la possibilité d'un événement, quelque chose d'intéressant, et qui de toute façon à long terme va transformer. La Ve République est morte. Et la démocratie représentative telle qu'on l'a connue, selon moi en France aujourd'hui, ne se remettra pas de ce coup symbolique que lui a fait subir ce mouvement. Vous êtes très loin de ça dans votre théorie de la dictature, hein ? Oui, parce que je pense que les Gilets jaunes ne sont pas dans les listes des Gilets jaunes. Si Francis Lalanne est le point d'aboutissement des Gilets jaunes, alors c'est à désespérer. Je vais désespérer plus encore que je ne désespérais précédemment. Moi, je pense qu'une partie des Gilets jaunes se trouve dans l'abstentionnisme. Et moi, je suis plus inscrit sur les listes électorales, et j'y suis pas allé, et ça sert à rien. Mais ce sont pas les listes des Gilets jaunes qui ont permis aux Gilets jaunes de s'exprimer. Ce sont souvent par exemple, Marine Le Pen. Je pense qu'une grande partie des gens sont allés voir du côté de Marine Le Pen, un peu comme jadis, il y avait le vote révolutionnaire. Du genre, le PC appelait à voter à droite pour battre un candidat qui permettra, etc. Et que tout ça est parti dans les décors. Moi, je pense vraiment que les gens ne se sont pas déplacés. Ceux que je connais à Caen, avec qui j'en ai parlé, disent ça sert à rien. Alors ils sont toujours optimistes en disant on va faire des choses. Là, le débarquement, ils veulent faire des choses, je peux pas le dire, parce que je vais pas leur mettre des bâtons dans les roues, mais je trouve ça très bien. En même temps, je vais jouer le vieux con. Je vais dire que vous avez bien raison d'être optimiste. Heureusement que vous êtes optimiste et que vous avez envie de changer les choses, les gens, le monde, etc. Et heureusement que vous ne le seriez pas, ça me désespérerait. Mais il y a juste un moment donné où l'expérience, les gens, la connaissance de la nature humaine, la connaissance de l'histoire aussi. Quelle révolution a généré une positivité dont on pourrait se réjouir ? Voilà, je pose la question. Quelle révolution française, quand même, a abattu un régime, mais a fait naître un autre. Et alors, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez vraiment que la République jacobine, elle fait vraiment le bonheur des ouvriers, des travailleurs, des artisans, des paysans ? Mais elle ne prenait pas la collectivisation des moyens de production. Pour ça, il fallait attendre 1917. Non, mais pas du tout. Il y avait des gens Gracchus Babeuf propose le communisme très vite. Il n'est pas entendu. Il n'est pas entendu parce qu'effectivement, lui aussi, on le poursuit, on le pourchasse, et que c'est un ennemi Robespierre le déteste. Non, moi je pense vraiment que ce sont toujours les peuples qui font les frais de ce genre de fête, hélas, et que, au bout du compte, quand vous faites la Révolution française, on abolit un certain type de servage, mais pour en créer un autre.
C'est-à-dire que ça change quoi pour l'ouvrier que la Révolution française ait eu lieu? C'est ce que dit Proudhon, pour le coup. Il dit, bon, on n'obéit plus au roi, mais on obéit à quoi? À l'empereur, à Bonaparte, à un président de la République, mais finalement, on va toujours bosser, on est toujours exploité par le capital. Le capitalisme ne bouge pas, ne change pas, il s'en fout, le capital. Que vous ayez un roi, que vous ayez un président de la République, que vous ayez un empereur, que vous ayez Macron, que vous ayez Bayrou, ces gens-là, le capital se fout de ça. Il veut juste des gens qui le laissent capitaliser, pour le coup. Donc non, je suis plus tragique, je dirais, que vous. Je ne penserai pas en termes d'optimisme et de pessimisme, mais je pense qu'effectivement l'histoire est tragique, qu'elle s'écrit avec le sang des pauvres, qu'elle s'écrit avec le sang des peuples, qu'elle s'écrit avec le sang des gens modestes, qui n'ont rien, qui ne savent pas parler, qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas s'organiser, et que il y a toujours des gens qui sont là pour essayer de récupérer. Moi, j'ai pas voulu récupérer à Caen. Des gens sont venus me voir. J'ai dit, écoutez, on peut faire une université populaire des Gilets jaunes. Moi, on a une web TV, j'ai une web TV. On fait un grand endroit où on pourra débattre. Il faut penser, justement, si on veut refaire positivement, en disant, bon, on fait tomber la Ve République, qu'est-ce qu'on fait à la place? Est-ce que c'est l'autogestion? Il semblerait, vous le dites dans votre livre, que vous êtes un peu pour une république parlementaire. Est-ce que la république parlementaire, c'est la modalité de l'autogestion? Est-ce qu'on peut pas penser en termes de girondinisme, expliquer ce qui distingue les Girondins des Jacobins, pour penser ce qui advient là avec les Gilets jaunes, en disant, mais soyons positifs. Il y a une création de banque qui est possible et pensable par Proudhon. Comment on fait, par exemple, si on veut aujourd'hui qu'une banque soit vraiment populaire? Eh bien, on peut demander à des économistes qui nous expliquent comment on s'y prend. C'est-à-dire qu'il y aurait eu une positivité possible et pensable chez les Gilets jaunes qu'on n'a pas laissé s'organiser parce que des gens sont arrivés en disant, mais attendez, vous avez les questions, on a les réponses. Et les réponses, nous, on sait très bien. Puis après, on se dit, bon, alors c'est quoi les réponses? À la France Insoumise, on dit, alors c'est quoi? C'est la réponse populiste ou c'est la réponse de l'Union de la gauche? On fait quoi? On va passer un sondage, là. Le sondage est plutôt en faveur de l'Union de la gauche. Bon, ben, on y va. C'est plutôt la... Voilà, ils ont perdu parce qu'effectivement, ils ont imaginé que l'organisation, c'était obligatoirement l'organisation jacobine. Donc, que c'était obligatoirement l'émergence d'une figure et que cette figure allait confisquer le pouvoir. Pas forcément. C'est-à-dire, si vraiment on est dans la logique un peu rousseauiste, pour le coup, relisons Rousseau. Je suis pas tellement rousseauiste en temps normal, mais Rousseau dit une monarchie peut être républicaine. Quand elle a le sens, c'est votre définition aussi, de la respublica, de la chose publique. Donc on pourrait très bien dire, comment peut-on reconstituer une 6e république qui ne soit pas une république parlementaire? Parce que là, pour le coup, c'est la 6e république parlementaire, on a connu, ça s'appelait la 4e. Donc c'est pas la peine d'y revenir. On peut avoir une nouvelle forme d'organisation, elle ne serait pas jacobine, elle ne serait pas centralisatrice, elle ne serait pas étatiste, elle serait régionale, voire régionaliste, elle serait autogestionnaire, proudhonienne, elle permettrait des assemblées, le communalisme libertaire est pensable. Ce communalisme libertaire, il est susceptible d'être associatif, donc départemental, régional, pourquoi pas des parlements régionaux qui permettraient, pour le coup, de disposer d'un certain volant. Alors pourquoi pas sur la monnaie, pourquoi pas sur le... Vous disiez tout à l'heure, on parlait des libéraux libertaires. Il y a les libertariens aux États-Unis qui disent des choses extrêmement intéressantes. La question de la police, la question de la monnaie, la question de l'armée, la question de la sécurité. Ce sont des questions que les Gilets jaunes auraient dû pouvoir poser sans que les vieux routards, les vieux briscards de la politique disent mais on a les réponses, vous inquiétez pas, on les a les réponses. Mais justement, moi je pense que vous démontrez que vous avez tort sur votre analyse du moment politique, parce que les personnes qui vont nous écouter aujourd'hui, et ça je le sais, mais vraiment j'en suis convaincu, il va y avoir dans ces personnes-là beaucoup de personnes qui ne se seraient jamais posé ces questions-là avant le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, je suis convaincu pour le coup qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui ont commencé à réfléchir aux politiques à partir de ce moment-là. Donc ça vient en fait. C'est ça. Il y a eu un moment pour moi, d'entrer en scène, mais vraiment presque au sens théâtral. C'est-à-dire vraiment, on décide de devenir acteur, on est las d'être mis de l'autre côté systématiquement et d'avoir le droit parfois d'applaudir ou de dire un mot, de huer. Là, on rentre en scène soi-même, donc d'abord, évidemment, la tétanie. La jouissance, la tétanie, mais aussi l'absurdité du fait de se retrouver tout d'un coup soi-même, la honte aussi, tous ces jeux de stigmates qui sont mis en place pendant des mois en disant mais vous avez rien à faire là, sortez. Et aussi un moment, le plaisir qui n'est plus celui de la jouissance pure, immédiate, mais un vrai plaisir au sens quelque chose qui s'installe et qui dit mais en fait non, il y a quelque chose à construire là, en fait, il y a une scène à construire. Et là on se rend compte que finalement les décors étaient pas bien placés, qu'il y avait peut-être ça à changer pour qu'on se sente bien, et que c'était pas et que si on s'y sentait pas bien sur cette scène, c'est pas parce que on n'était pas fait pour, mais parce que la scène n'était pas forcément construite de façon à nous accueillir. Et donc cette reconstruction, pour moi, même si elle prend 20 ans, après, moi,
mon excitation et mon plaisir, c'est de provoquer de l'événement sur le court terme, c'est-à-dire d'essayer d'accélérer les choses, de provoquer des bouleversements. Mais je vois bien que de toute façon, il y a quelque chose qui survivra à ces élans qui sont peut-être puérils, révolutionnaires, mais qui visent en fait à vivre au plus vite en fait ces avènements de nouvelles formes politiques et même théoriques, parce que l'étouffoir que l'on connaissait, il n'était pas seulement matériel, c'est aussi un étouffoir de la pensée, cette incapacité à avoir des rapports d'idées, de confrontation réelle qui sortent de ces justement, ça veut dire quoi le populisme, ça veut dire quoi l'union des, c'est des choses qui n'ont, c'est des signifiants creux, ça veut dire quoi même. Il y a eu toute une phase fascinante pendant les Gilets jaunes, la question de la violence. On la brandissait comme un, mais c'est quoi la violence? Personne à aucun moment